Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, je suis Michel Troidec et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Alain Chamfort. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est notamment ce livre. Ce livre commence par cette phrase « Alain Chamfort, ce livre peut ». C'est vrai ? Bah, si c'est écrit. Hein, Non, mais vous n'êtes pas bavard, c'est ça que ça veut dire ? C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prend la parole facilement, qui se fait remarquer tout le temps. Enfin, ce n'est pas dans ma nature d'être comme ça. Donc, si on me pose des questions, j'essaie de répondre. Mais je n'exprime pas forcément mon point de vue à tout moment et devant tout le monde, quoi. Ouais. Comment est née l'idée de ce livre, justement ? Alors, c'est un livre d'entretien, ce n'est pas une biographie, une autobiographie, c'est un livre d'entretien. Oui, c'était parce que la maison de disques avait décidé de sortir une compilation, un best-of, et que je trouvais intéressant de prolonger l'existence de ce best-of par une forme de livret qui explique un petit peu la genèse des albums. On reste évidemment dans l'évocation de ma vie professionnelle uniquement. Et voilà, d'expliquer le contexte, les gens qui ont participé, les périodes, les auteurs, les anecdotes liées à chaque album, etc. Donc voilà, c'était un document qui me paraissait pas inintéressant, quoi. Donc ça reprend album après album, comment tout ça s'est passé et l'évolution finalement. Voilà, exactement. Entre mon entrée... oui, même je pense que la période Claude était un petit peu évoquée aussi, oui. Claude François, les premiers 45 tours, mais l'album ne figure pas dans le best-of parce que cet album-là n'est pas dans le catalogue que représente BMG, okay. Mais à partir de toute la discographie CBS qui a suivi donc jusqu'à la finalité, et évidemment le dernier album qui y est présent aussi, quoi. Alors la compilation sortie par BMG est un petit peu spéciale parce qu'il y a aussi votre best-of à vous. Bah, disons que j'ai contribué à ce que ce best-of ne soit pas uniquement une compilation des titres les plus connus, quoi. Je trouvais que c'était un peu... Il y en avait déjà eu certains qui ont été proposés, qui sont déjà sortis avant, et je ne voyais pas trop l'intérêt qu'il y ait un énième best-of qui reproduise exactement la même chose. Donc j'en ai profité pour glisser aussi une programmation, je dirais, de certaines de mes chansons qui n'avaient pas forcément... qui n'aurait pas été choisi par la maison de disques, quoi, qui correspondait à un choix plus personnel et qui finissent par finalement proposer quelque chose de plus complet. Les chansons qui ont été médiatisées, que les gens ont dans l'oreille et tout, c'est parce qu'à un moment donné, elles sont passées à la radio. Elles n'ont pas toute cette chance-là, et donc les autres restent très, très confidentielles, excepté pour les gens qui ont déjà collectionné mes albums. Mais je trouvais que ce best-of était plus pour aller chercher un public qui avait un a priori favorable, disons, vis-à-vis de moi, mais qui n'était pas forcément très curieux, qui n'avait pas eu encore l'occasion de s'intéresser à mes chansons autres que Manu Reva. Et là, ils avaient une matière qui leur permettait de suivre un peu mon parcours et que ça soit plus représentatif, quoi. Voilà. Prenons un exemple. Parlez-nous d'une de ces chansons qu'on ne connaît pas et qui vous tient à cœur. Oh, mais je sais pas, dites-moi, je me rappelle plus. Parce qu'en plus, dans le choix que j'ai fait, j'ai dû en supprimer quelques-unes parce que j'en avais sélectionné trop. Donc, dans un premier temps, le directeur artistique est revenu vers moi, me dit non, c'est trop, là, il faut en enlever 2. Alors, j'en ai enlevé 2 à contre-cœur. Hein, et puis, quelques jours après, il est revenu, non, ça en a encore trop, il faut encore en supprimer 2. Alors, bon, un titre qui vous vient à l'esprit. Je sais pas, je crois que j'ai mis Baby Lou. Non, il est pas dans attends, je sais même pas si dans la proposition de la maison 10, c'est ce que j'aurais dû mettre. Les violons n'étant plus qu'ils sont, par exemple, voilà, qui est une chanson qui était sur l'album 9, me semble-t-il, et voilà, qui est une chanson qui me plaît autant que les autres, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours imaginé faire des albums et considérer que chaque chanson mérite le même traitement, quoi, en avoir la même... comment je veux dire, aller au bout et en être satisfait, qu'aucune chanson paraisse être là pour faire du remplissage. Donc après, ça m'est très difficile de sélectionner telle que plutôt celle-ci que telle autre. Et finalement, ce choix, après, c'est un peu les maisons de disques qui mettent les pieds dans le plat et qui disent, nous, éventuellement, même à une époque, ils allaient faire le tour des radios, pour demander aux radios quelles chansons ils allaient plus facilement programmer. Alors s'il y a une espèce de, comme ça, de hasard
qui va déterminer quelle est la chanson que les gens vont pouvoir entendre, quoi. Et bon, c'est normal, on ne peut pas exposer tout un album. Mais bon, ça permettait un petit peu de rétablir finalement certains choix que j'ai faits et que les gens n'ont pas eu l'occasion d'entendre, quoi. Est-ce que vos paroliers, d'après vous, ont su parler de vous ou pas tant que ça, finalement? Alors, c'est arrivé avec Jean-Michel Riva, qui était un des premiers, comme ça, quand même, qui essayait d'adapter ses propres fantasmes ou ses propres envies à ce que j'étais moi. Et on s'était bien rencontrés parce qu'il avait aussi certaines attirances pour la spiritualité, une époque où je me posais moi aussi pas mal de questions par rapport à ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on évoquait à travers justement la danse naturelle ou la musique Soleil l'Ouest, ou je ne sais plus, Maître Martin, enfin, voilà, le mariage aussi, c'était le mariage à l'essai, qui était une espèce de notion qu'on avait à l'époque aussi sur l'idée qu'on se faisait du mariage. Voilà, et puis... Serge Gainsbourg, lui, il ne se préoccupait pas de ça. Alors, Serge, il se préoccupait... c'est-à-dire que Serge, il avait une façon différente d'envisager les choses. C'était beaucoup par rapport à son... Comment dire, son œil personnel. Enfin, par exemple... sa propre intention, quoi. C'est-à-dire qu'il cette espèce d'arrogance qui était un peu feinte, qui était plutôt de la pudeur et une timidité, etc. Et puis, voilà, il a eu certainement certaines déceptions sentimentales, donc il avait une manière un peu tordue de s'adresser aux femmes. Enfin, donc, il a reproduit ça avec moi, évidemment. Moi, je sortais de je sais plus quoi, je pense à toi, je pense à elle, enfin, elle pense à moi, je me rappelle plus de la chanson. Je pense à elle, elle pense à moi, voilà. Qui étaient une petite bluette très romantico-adolescente, et d'un seul coup, il me fait chanter... casse-toi, je joue à la casse et je te casserai comme autant tu m'auras brisé le cœur. Enfin, des choses qui passeraient plus aujourd'hui d'ailleurs. Hein, je veux dire, depuis que la période MeToo est passée, voilà, où Lucette et Lucie, une espèce de fantasme de couple à trois avec des jumelles, enfin des choses comme ça qui à la fois ça m'amusait, mais je m'y reconnaissais pas très complètement, quoi, bien sûr. Voilà. Et Jacques Duvall, qui était un de vos principaux paroliers, comment il prenait les choses, lui? Alors, avec Jacques, c'était un peu différent parce qu'on était d'accord sur ce qu'on attendait d'une chanson, et puis sur le choix de la psychologie du personnage qui interprétait ces chansons, qui passait par moi. Et donc... voilà, c'est un espèce de beautiful loser, quelqu'un un peu comme ça qui jouait sur la ligne entre douce amère et qui revendiquait ses faiblesses, qui n'essayait pas d'apparaître pour ce qu'il n'était pas. Enfin voilà, qui était un peu un contre-genre, je dirais, de ce que les chanteurs habituellement font, c'est-à-dire de donner le beau rôle, essayer d'apparaître sur le meilleur auspice, le meilleur aspect, etc. Et nous, c'était un petit peu de prendre la ligne inverse et d'aller revendiquer ce qui est un peu moins valorisant, quoi. Voilà. Et Pierre-Dominique Burgot, le dernier, qui a écrit le dernier album, lui, ça vous ressemble beaucoup plus. Alors avec Pierre-Dominique, oui, c'était un peu moins dans le jeu. On est plus. J'étais arrivé à un moment où justement, je souhaitais aussi que Jacques aborde les chansons d'une manière un peu, en enlevant un peu de posture, etc., et d'être un peu plus frontalement et évoquer des choses sans trop s'embarrasser d'une attitude, quoi, mais justement laisser place à une forme de vérité plus dépouillée, plus franche, et c'est ce qu'on propose avec Pierre Do, quoi. Ouais. Mais j'étais arrivé au moment où j'avais envie de faire ça aussi, quoi. Voilà. Dans le fond, ça a été quoi votre musique à vous préférée? La pop américaine, ou vous avez élargi sur plein d'autres choses Ma formation musicale, elle est vraiment très classique au départ, c'est très académique. Et puis j'ai découvert après tout un tas de musique
qui sont venus s'ajouter. Enfin, c'est-à-dire la pop, évidemment, les Beatles, évidemment, le blues, le jazz, la bossa nova, je ne sais pas, enfin, les musiques du monde. Enfin, tout ça s'est accumulé au fur et à mesure que je découvrais de nouvelles influences ou des nouveaux sons. Voilà, j'ai toujours aimé aussi beaucoup la musique nord-américaine, la musique de danse. Enfin, c'est très varié, quoi. C'est une espèce d'accumulation d'influences multiples qui repassent par moi, qui ressortent, j'espère, avec ma singularité, mais qui sont une espèce de synthèse de tout ce que j'ai aimé, quoi. Ouais. Et est-ce que vous êtes intéressé à la technologie du synthétiseur et aux programmations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait? Ça m'a pris, oui, à une époque, j'avais très envie, parce que ça ouvrait d'autres champs, d'autres possibilités, même de composition, enfin, d'inspiration. Et donc, quand les premiers synthés sont arrivés, je me suis équipé, évidemment, et puis je jouais avec tout ça, avec les séquencers, avec même les boîtes à rythme, enfin, créer un petit peu, par exemple, Chasseur d'Ivoire, ça a été un peu plus amené de cette manière, quoi, avec une boîte à rythme, avec des petites choses que je faisais tourner, etc. Moins pianistique, quoi, enfin, plus basé sur des évocations comme ça, un peu synthétiques. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus habiles que moi, comme Wally Badarou, par exemple. Et donc, je préférais... C'est comme les textes. Quand j'ai réalisé que des gens avaient un talent que je n'avais pas, je préférais leur faire appel à eux pour écrire des textes, plutôt que d'essayer de les faire moi-même et qu'ils soient un peu médiocres. J'ai eu la même constatation quand j'ai réalisé que d'autres gens manipulaient mieux les synthétiseurs que moi. Et je suis allé au-devant de ces gens-là. Et donc j'ai un peu abandonné en restant à ce que je maîtrisais un peu le mieux, quoi. C'était finalement une base très simple de pianistique et de recherche harmonique, quoi. Alors là, on sait que votre tournée continue à tourner, si je puis dire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, j'aimerais bien lancer des projets avec d'autres artistes. Comme ça s'est passé avec Sébastien Tellier il n'y a pas très longtemps. Sur le dernier album. Voilà, faire des petits formats comme ça de 3-4 titres avec d'autres artistes. J'avais à un moment donné approché Flavien Berger pour travailler sur mon dernier album. Et j'étais pas prêt à ce moment-là. Je trouvais que l'album, il devait encore, c'était le dernier, mais je devais exprimer encore beaucoup de moi dedans. Mais par exemple, ça aurait pu être une possibilité, c'est-à-dire que ce soit le résultat de notre rencontre. Voilà, après, il faut que ça soit des envies qui soient partagées par les autres, hein, mais je forcerai personne. Mais c'est ça que j'aimerais bien faire, quoi, voilà. Merci infiniment, Alain Chamfort. Merci à vous.